Bon, d'abord, je pense qu'il faut bien entendre que s'il y a une défiance vis-à-vis des vaccins, de mon point de vue, celle qui est légitime, en tout cas, c'est celle qui s'appuie essentiellement sur le fait qu'on a bien le sentiment qu'il y a quelques acteurs privés qui utilisent finalement les vaccins comme une pompe à fric et qui vont négocier d'État à État et vont en gros vendre le vaccin en priorité à celui qui va le payer le plus cher pour aller vite. Et donc, clairement, si on veut résoudre ce problème-là, on a besoin de faire la transparence la plus totale sur les conditions commerciales, et c'est pas seulement sur les données scientifiques. Par exemple, dans les questions qui sont posées, il y a la question des pénalités financières en cas de retard, mais il y a aussi la question de est-ce qu'il y a des clauses de responsabilité, s'il y a des effets secondaires non prévus, qui va payer? Or, aujourd'hui, il semble que dans les contrats, mais on peut pas le vérifier parce qu'on peut pas être sûr, s'il y a des effets secondaires non désirés, c'est les États qui vont payer et qui vont venir indemniser les labos pharmaceutiques. Donc ça pose une première difficulté. La deuxième, c'est qu'on est dans une pandémie, donc on est dans une situation où ce qui devrait dominer, c'est la santé publique, c'est l'intérêt général, c'est pas l'intérêt financier de quelques labos. Donc il y a une proposition qui a été formulée à l'échelle européenne, elle est très simple, c'est de dire on lève les brevets sur les vaccins. On les met dans le domaine public, ça résout plein de problèmes. Par exemple, n'importe qui peut en produire. Sanofi peut se mettre à produire du vaccin Pfizer s'ils ont envie, parce qu'il n'y a plus de brevets. Si vous faites ça, vous favorisez l'accès universel. Je reprends les propos du président de la République Emmanuel Macron qui avait dit il faut un accès universel au vaccin. Parce que peut-être que nous, on a 3 doses pour un habitant, si toutes les commandes européennes sont citées, mais l'Afrique du Sud, par exemple, qui est pourtant concernée par le sujet, aujourd'hui, elle a 1 dose pour 3 habitants. Et c'est pas seulement un problème de solidarité mondiale, ce que je suis en train de vous dire, c'est aussi un problème de santé publique. Parce que si le vaccin il continue à circuler en Afrique du Sud, eh ben, il reviendra, sauf à ce qu'on se cadenasse totalement chez nous, il reviendra d'une manière ou d'une autre en France. Donc voilà, ça c'est une proposition simple. Vous voyez, c'est pas que de la critique. On pourrait réquisitionner le brevet de Pfizer, ça existe dans la loi française, on peut réquisitionner un brevet pour pouvoir le produire nous-mêmes. On pourrait avoir un pôle public du médicament pour faire en sorte qu'on soit en capacité de fournir de manière publique, par une industrie pharmaceutique bien évidemment, les vaccins qui sont nécessaires à l'intérêt général. Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour arrêter d'être à la merci des labos pharmaceutiques qui font aujourd'hui la loi. Alors, vous avez mal compris, parce que moi, je ne vous propose pas d'attendre 3 ans. Je vous propose de réquisitionner le brevet demain pour que dans 10 jours, Sanofi se mette à produire du vaccin Pfizer, vous voyez. Et puis, quand vous parlez de mobilisation de capital, vous oubliez sans doute qu'il y a à peu près plusieurs milliards d'euros d'argent public qui ont été mis par les États dans l'industrie pharmaceutique pour permettre de produire ce vaccin dans ces délais-là. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas faire économie du fait qu'on a déjà payé le vaccin plusieurs fois et que ça serait légitime que les autres n'en profitent pas pour s'en mettre plein les poches. Moi, ce que je regrette, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement, dans le panel des mesures qu'il peut mettre en place, finalement, il en a 3, quoi. Couvre-feu à 18h, couvre-feu à 20h, confinement. Et moi, je crois que, bien sûr, le confinement, c'est la solution ultime, mais qu'il faut tout faire pour l'éviter. Et il faut tout faire pour essayer de mettre en place des alternatives au confinement. Déjà, il faut entendre que c'est pas vrai que le vaccin va être la solution miracle et que dans 2 ou 3 mois, on va pouvoir revivre normalement. C'est une épidémie qui va encore durer pendant longtemps. Et donc, la question qui est posée, c'est comment on modifie nos rythmes de vie pour vivre avec, mais continuer à vivre normalement. On n'est plus en capacité, je crois, en matière économique, en matière psychologique, en matière sociale, de vivre encore un nouveau confinement. Et donc, il faut des alternatives, mais des alternatives sérieuses. Or, aujourd'hui, quand vous mettez le couvre-feu à 18h, franchement, vous avez une solution qui est contre-productive, au moins dans les grandes villes et dans les zones les plus denses, parce que vous tassez les gens sur les horaires de 17h à 18h dans les transports. Il suffit d'aller dans les transports à Paris, dans les centres commerciaux ou en région parisienne ou dans les grandes villes. Donc je pense qu'il faut avoir des vraies solutions d'alternatives. Il y en a quelques-unes qu'on pourrait quand même discuter, mettre sur la table. Comment on organise plutôt de la rotation ? Peut-être en modifiant les horaires de travail pour qu'il y en ait qui travaillent à un moment, d'autres qui travaillent à un autre moment dans la journée et qu'on ne tasse pas toutes les personnes de la même manière à l'école. Peut-être qu'on peut réquisitionner des locaux pour avoir vraiment partout un protocole sanitaire qui soit respecté avec des vrais demi-groupes. Est-ce qu'on peut parler à un moment d'un vrai dispositif d'isolement des personnes qui sont contaminées ? Cette affaire-là, ça fait 1 an qu'on en parle. Il a fallu 1 an pour qu'on comprenne que quand quelqu'un se mettait à l'isolement, il ne fallait peut-être pas lui faire payer un jour d'astreinte quand il était en arrêt maladie, parce que sinon les gens ne le faisaient pas. Et puis que peut-être qu'il faudrait des lieux pour que les gens soient isolés, parce que quand on est dans une famille nombreuse, dans un petit logement, bah forcément on contamine son entourage. Vous voyez, je trouve qu'il y a des sujets qui sont absents du débat public et qu'on est seulement dans les solutions avec le gros marteau, quoi. Soit le couvre-feu à 18, soit à 20, soit le confinement. Moi, je pense qu'il faut enfin travailler un plan d'alternative au confinement, parce que sinon on ne va pas supporter, la population ne supportera pas encore longtemps cette situation. Le monde ne se résume pas à l'Europe. Et que c'est quand même intéressant de savoir dans un certain nombre de pays où il y a par exemple des vrais dispositifs d'isolement qui ont été mis en place,
qu'il y a des vraies manières d'organiser autrement la société pour vivre avec le virus, notamment dans les pays asiatiques. Alors vous me direz qu'il y avait sans doute un historique de confrontation à ces virus plus important. Je veux dire, tout ça, ça a existé. Donc c'est pas seulement les comparaisons intra-européennes, que d'ailleurs on pourrait contester, qu'il faut regarder. Et je pense qu'il y a des sources d'inspiration, il ne faut pas être méprisant vis-à-vis des autres pays, à regarder pour organiser mieux notre société. Et je crois effectivement que si on est condamné à se confiner, à minima, s'il vous plaît, que ce confinement serve à faire en sorte qu'on mette maintenant en place des vraies mesures alternatives pour ne pas avoir besoin d'un 4e confinement plus tard. Très rapidement, parce que je vous voyais réagir, Bruno Fuchs, notamment quand on a parlé du modèle, je le mets peut-être entre guillemets, asiatique, des règles très strictes. C'est ça qui vous interpellait. Oui, mais parce que pour régler la question que vous développez là, il faut soit on a des règles de responsabilité collective, soit c'est des règles beaucoup plus directives, et là c'est le modèle chinois, et là franchement en termes de liberté publique, d'abord c'est pas applicable en France, et moi à titre personnel je ne peux pas le vivre. Mais monsieur Fuchs, de la même manière que le monde ne se résume pas à l'Europe, l'Asie ne se résume pas à la Chine. Hein. Oui. Révisez un peu vos cartes géographiques. Regardez par exemple ce qui se passe au Vietnam, par exemple, dont on peut. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qui se passe au Vietnam, mais il y a eu c'est la plus grande frontière terrestre avec la Chine. Il y a eu une vraie stratégie qui a été mise en place et qui a été plutôt efficace. Alors je dis pas que tout est bien, mais on peut quand même regarder un peu ça et essayer de voir si on peut pas en tirer des sources d'inspiration.